Pensez-vous que l'école prépare réellement aux réalités du monde du travail actuel ? Moi, je pense que les parents, ils choisissent un peu à notre place notre orientation. C'est quoi le truc que les adultes ne comprennent jamais à propos de ton avenir ? Des fois, on n'a pas d'idée et vu que du coup les adultes ils nous mettent non mais il faut que tu trouves qu'est-ce que tu veux faire plus tard car sinon tu vas pas réussir ta vie, tout ça. Salut Mélissa, comment ça va ? Salut Sandrine, ça va et toi ? Bah écoute, ça va. Alors, où on est aujourd'hui ? On est au Forum des métiers et de l'orientation à Fontenay-Trésigny, dans le 77. Ouais, c'est pas à côté, hein ? Non, c'est pas à côté. Et pourquoi on est parti à Fontenay-Trésigny ? Et puis alors pour nos auditeurs, on est parti super tôt ce matin. Oui, c'est vrai. On est parti dans le cadre de notre association On a des choses à se dire et donc on a été sollicité notamment par Élodie Marquez et Linda pour enregistrer des podcasts avec plusieurs générations, de la Gen Z mais surtout de la Gen Alpha et les parents aussi de ces enfants. Donc du coup, sur ce salon des métiers et de l'orientation, on a fait un choix un peu différent. On n'a pas essayé d'expliquer, on n'a pas eu la prétention d'orienter, de vouloir rassurer, mais on a juste tendu les micros. C'était notre parti pris sur cet événement et j'ai vraiment adoré. Et la grosse nouveauté, c'est que on avait de la génération alpha et ça c'était nouveau, en tout cas pour moi. C'est une génération qui parle avec beaucoup de lucidité, même si la pression était grande de tenir le micro. Donc vraiment, ils étaient très intéressants. On a aussi tendu le micro du coup aux parents, tu le disais en introduction. Et alors ça, c'est depuis la nuit des temps, hein. Donc les parents, nous n'avons pas changé. On est toujours partagés entre l'inquiétude et la projection. Et en fin de compte, ce qui était intéressant, c'est qu'on a donné aussi le micro à l'institution. Donc on a eu la chance d'interviewer la proviseure du collège et la vice-proviseure, l'adjointe, et qui sont, en tout cas ça c'est mon sentiment, qui sont souvent coincés entre le cadre de l'institution et la réalité de nos jeunes, qui sont nos jeunes et surtout cette génération alpha. Donc voilà, on a tendu les micros. On a tendu les micros et on a fait piocher aussi des cartes, donc avec des questions bien précises et surtout sans filtre, évidemment. C'est un peu le but de notre podcast et on vous laisse découvrir tout ça. C'est quoi le truc que les adultes ne comprennent jamais à propos de ton avenir ? Ok. Alors moi, c'est Maëlle. Je pense que ce que les adultes ne comprennent pas à propos de mon avenir, et en général, c'est plutôt le choix de l'orientation. C'est-à-dire que souvent, c'est pas mon cas, mais je sais que j'ai plusieurs amis qui sont dans ce cas-là, que les parents ne veulent pas qu'on choisisse l'orientation qu'on veut. Souvent, ils veulent qu'on fasse plutôt général pour avoir plus de portes, par exemple au lycée, alors que beaucoup pourraient prendre technologique et ce serait peut-être plus intéressant pour eux de prendre un bac pro ou technologique et de plus le réussir qu'un bac général. Même si ça ouvre plus de portes, ils pourraient être plus réussis. Et donc, le choix de l'orientation, c'est plutôt à nous de le faire, même si nos parents doivent nous suivre dans le choix. Voilà, c'est à nous de le faire quand même. Alors, moi, c'est Manel. Et un peu comme elle, je trouve que nos parents, enfin, pas forcément les miens, mais c'est vrai que dans notre entourage, on a beaucoup de personnes qui sont un peu en conflit avec ça, parce qu'ils veulent partir en fonction de leur orientation vers une filière technologique, et d'autres en général. Sauf qu'à notre âge, c'est un peu compliqué déjà de savoir ce qu'on veut faire plus tard. On nous le demande déjà depuis la 3e, du coup, qu'est-ce qu'on voudrait faire plus tard. Mais à 14 ans, c'est un peu compliqué de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Donc ça, c'est déjà un peu compliqué. On nous met la pression aussi des fois pour l'orientation, etc. Les vœux, on les fait en début d'année déjà, donc on doit choisir. Et parfois, c'est un peu compliqué. On aimerait faire des choses dont on n'a pas la capacité, ou des fois, on aimerait faire d'autres. C'est compliqué. Mais après, c'est vrai qu'on peut toujours trouver un terrain d'entente. Par exemple, on aimerait faire un métier. On peut faire les études... on va faire des études, et même après ces études-là, si on se rend compte que
c'est compliqué et qu'on veut changer, on peut toujours changer, il y a toujours différentes branches, on peut toujours se reconvertir dans autre chose. Moi, c'est Sandrine, hein. Et j'ai toujours envie de prendre le micro. Est-ce que vous pensez, et je vais te laisser la parole après, est-ce que vous pensez que les parents, de par le fait qu'ils vous laissent pas trop le choix et qui vous envoient vers du général plutôt que du technique, c'est pas parce qu'ils ont aussi un peu peur? Et on a des mamans ici et on va avoir aussi leur retour. Alors moi c'est Margot et je rejoins un peu l'idée que ce que les filles ont dit. Moi je pense que les parents ils choisissent un peu à notre place notre orientation, pas à cause mais en fonction de leur orientation que eux avaient à notre âge, etc. Qui veulent pas qu'on fasse les mêmes erreurs ou d'autres. Et ils nous mettent souvent beaucoup de pression à propos de ça alors que à 15 ans tu sais pas ce que tu veux faire du reste de ta vie, c'est un peu compliqué à choisir. Mais alors que on pourrait très bien se débrouiller, pas tout seul, parce qu'on aura toujours un peu besoin d'aide de nos parents, mais qu'on puisse faire nos propres choix, nos propres erreurs, nos propres expériences, etc. Moi, c'est Valentine, donc une maman. Et je te rejoins sur ce que tu dis. C'est vrai que nous, on a eu l'expérience. Et des fois, forcément, pas bonne, des fois bonne. Je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai pas fait d'études. Et j'aimerais que mes enfants puissent faire un maximum d'études. Parce que je veux qu'ils puissent vraiment faire un métier qu'ils aiment et pas subir toute leur vie un métier qu'ils aiment pas. Parce qu'ils avaient décidé de faire, qu'importe, même en général, on peut avoir un mauvais parcours si on est en général. Enfin, moi, c'est mon avis. Je pense que tu peux être en professionnel ou autre. Du moment que tu es dans quelque chose qui te plaît, c'est bon. C'est bon. Mais je suis d'accord avec toi que on vous met la pression parce qu'on ne veut pas que vous répétiez ça. Vraiment. Moi, c'est Laura. Et je fais partie des mamans qui ont poussé leurs enfants à ne pas choisir la voie techno, mais à choisir la voie générale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si mes enfants partent sur une voie professionnelle tout de suite et se rendent compte dans 1 ou 2 ans que finalement, c'était pas le bon truc et il n'y a pas de rétropédalage. Tu peux pas retourner après, revenir en seconde générale quand tu es en première pro. Donc c'est plus sur ce souci-là pour leur laisser le temps aussi d'être plus matures et de trouver leur voie et leur laisser le temps. Après, mon expérience m'a prouvé que finalement, j'avais pas toujours raison puisque j'ai forcé mon fils à aller en seconde générale où ça a été une année de perdu puisqu'il a rien fait puisque ça ne lui plaisait pas. Mais ça lui a aussi laissé le temps de mûrir, de faire des stages et de découvrir qu'en fait, il voulait faire de l'électricité. Et donc maintenant, il est en pro en électricité et ça se passe très bien, mais il lui a fallu ce temps. Et je pense qu'on vous demande peut-être trop tôt où est-ce que vous voulez aller. Vous n'avez pas le temps. Ou alors, il faudrait vous aider en vous proposant des stages en 3e, mais un maximum de stages pour faire plein de métiers. Et là, vous guider, en tout cas guider ceux qui prévoient d'aller en pro, pour trouver vraiment une voie qui les intéresse vraiment. Et alors maintenant, si on tirait une carte côté parents, ça serait pas mal, sur lequel évidemment vous allez pouvoir réagir. Alors, avez-vous peur parfois que votre enfant fasse un choix moins sécurisant que ce que vous imaginiez ? Moi non, je veux vraiment qu'elle fasse, là je vais parler de ma grande, mais qu'elle fasse quelque chose qu'elle aime. Mais je veux qu'elle soit sûre. Donc je la pousserai, je la guiderai un maximum pour qu'elle fasse quelque chose qu'elle aime, que ça soit sécurisant ou pas, parce que c'est un peu son avenir, c'est elle aussi. Et là, on est toutes, moi aussi je suis une maman, et en fin de compte, quelque chose qu'elle aime, ça c'est le rêve ultime. Moi j'avais 15 ans, et on n'est pas de la même génération, et il y avait une série à la télé qui s'appelait Post Café. Et Post Café avec Véronique Jeannot, et elle était assistante sociale dans un établissement scolaire. Et donc du coup, je voulais faire assistante sociale. Ma fille qui est de la génération un peu Y, de mémoire, c'était médecin légiste, parce que il y avait des séries à la télé médecin légiste. Donc on a tous envie, il y a le rêve ultime et puis il y a la réalité, et c'est sûr qu'on a toujours envie que nos enfants fassent dès le départ, à 14-15 ans, le choix du métier idéal. Mais du coup, moi, en tout cas, en tant que maman, j'avais tellement le trouillomètre à 0 que j'avais imposé un bac plus 5. Et après, elle aurait pu, et l'anecdote, c'est dire, après, tu aurais pu aller faire de la musique dans le métro, c'est OK.
la ref. Mais en tout cas, je ne faisais que me sécuriser. Alors moi j'ai une expérience, donc Mélissa, mais ceux qui écoutent le podcast reconnaîtront la voix. Moi j'ai une expérience qui est totalement différente par rapport à tout ce que vous expliquez. C'est que en fait je savais très rapidement, alors pas exactement ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais graviter dans le monde artistique. Donc en fait j'ai eu de la chance, ma mère m'a laissé l'opportunité de faire mes études artistiques, etc. Sachant qu'on sait très bien que ça ne paye pas ce type de métier, à moins d'être je ne sais qui, mais bon. Mais en fait, du coup, je me suis super bien épanouie, etc., même si c'était extrêmement dur et assez violent comme univers. Mais elle m'a laissé l'opportunité d'aller là où je voulais aller. Elle m'a emmenée passer des concours, des entretiens, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment eu cette chance-là. Et pour autant, aujourd'hui, j'ai toujours ce côté artistique, mais je suis pas devenue... je ne fais pas un métier forcément qui faisait partie de ma top liste. En fait, c'est exactement ce que tu disais. On a des rêves de métier et après, là, il y a la réalité. Et c'est pas grave si on fait pas son rêve en métier, mais si on gravite un peu autour ou si on a d'autres expériences, c'est plus important. Et aujourd'hui, je suis hyper épanouie et je vais pas mourir demain. Donc, je sais que j'ai encore, surtout avec tout ce qui se passe, je sais que j'ai encore au moins 50 ans de travail. Donc, je vais pouvoir... m'épanouir. Et en fait, moi, les études, je les mets... En fait, c'est important de faire des études parce que ça vous structure intellectuellement. En fait, c'est surtout ça. On vous apprend à réfléchir, à structurer, à écrire, à prendre des initiatives et tout. Donc, on vous permet d'être intelligent. Hein. C'est une forme d'intelligence et de développer votre esprit critique. Voilà. Le fond de vos études, pour moi, je le mets sur le même piédestal qu'un travail. En fait... J'espère que vous allez faire un type d'études, mais que plus tard, vous changerez de secteur d'activité parce que la vie, elle est longue. Et aujourd'hui, on ne reste plus, je suis désolée, c'est carrément à l'envers de... Mais c'est le but aussi du podcast. Mais aujourd'hui, on ne fait plus le métier, on ne fait plus 30 ans, 40 ans, 50 ans un métier. On va le faire 5 ans, 3-5 ans. Et après, vous allez vivre d'autres aventures. Et c'est tout ce qui compte. Et en fait, le but, c'est pas tant qu'est-ce que vous faites en tant qu'étude. Dans les études, c'est faites des études juste pour apprendre à vous structurer, à réfléchir, à avoir l'esprit critique et tout ce que je disais avant. Et vous avez le droit de faire des études qui aujourd'hui vous plaisent, qui peut-être dans 10 ans vous direz « Ah mince, ça me plaît plus ». Et bien qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On se reforme, parce qu'aujourd'hui c'est possible. Voilà. Tu veux réagir ? Ouais, non, je veux bien. Parce que oui, effectivement, toute notre vie, on n'est pas bloqué dans un métier. Ça, je l'entends. Mais c'est vrai que quand on a déjà des bagages qui sont solides, eh ben, on y arrive plus facilement. Ah oui. Je prends mon exemple. J'ai pas de brevet, j'ai pas de bac. Aujourd'hui, je suis quand même bloquée. Je peux pas arriver et dire... Alors, est-ce que tu pourrais te former sur quelque chose, du coup, parce que maintenant, il y a l'e-learning, il y a tout ça, il y a quand même plus de dispositifs qu'à notre époque. Dans mon cas, effectivement, il y a plein de formations. Elles sont payantes, donc il faut que ça aille aussi avec mon cadre de vie. Est-ce que je peux me permettre de payer une formation ? Oui. Au moins 3 000 €. Oui. Voilà. Alors, là, j'interviens parce que alors moi, je suis un exemple type de se former tout au long de sa vie. En fin de compte, on se met aussi des barrières et aujourd'hui, en France, il y a des dispositifs incroyables qui sont méconnus et c'est aussi un petit peu ce dont on veut parler dans le podcast. La formation pour adultes, la façon dont vous allez intégrer un dispositif. Le reste à charge, il est absolument ridicule. Et comme le disait Mélissa, on a aussi accès, et moi, à mon époque, on ne l'avait pas, on a accès aussi à les MOOC, des plateformes collaboratives avec des universités qui déposent toutes des certifications, etc. Alors, ça demande du travail, ça demande aussi de sortir de sa zone de confort. Et moi, j'ai 58 ans, je vous l'ai dit quand je me suis présentée. L'année dernière, j'ai passé un titre professionnel parce que voilà, c'est comme ça. Et peut-être que quand je serai à la retraite, je vais valider un niveau Bac plus 5 parce que je n'ai pas un Bac plus 5. L'expérience de ma vie professionnelle a fait que j'ai l'équivalence, mais je ne l'ai pas vraiment. Pourquoi pas ? Et donc, on a accès vraiment à beaucoup de choses. Et la différence aujourd'hui, dans le monde qui vous attend, c'est vous
ce que vous allez transformer. Et ça, c'est super important. Et on est dans un pays où il y a quand même beaucoup de dispositifs. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un dispositif, puisqu'on est en train de prendre la parole les uns les autres sur l'avenir. Moi, à mon époque, des forums comme ça n'existait pas. Donc du coup, le monde de l'extérieur, il vient aussi à votre rencontre. Donc voilà. Alors Bérangère, qui est la principale du collège de Fontenay-Trésigny, là où on se situe aujourd'hui, et qui vient de nous rejoindre. Donc on va faire jouer Bérangère. Donc Bérangère, il faut tirer une carte et essayer de répondre à la question. Qu'aimeriez-vous que les parents comprennent mieux de votre métier ? Alors... ça tombe sur vous. Et ça tombe sur moi. Mais oui. Personnellement, j'aimerais que les parents comprennent mieux que il nous faut gérer une pluralité d'intérêts, évidemment ceux des élèves en priorité, mais pas que ceux de leurs enfants en particulier, mais ceux de tous les élèves, mais également ceux des personnels, et ceux de l'institution, et ceux de nos partenaires. Voilà, qu'il y ait en fait à l'esprit que même si on gère du particulier, on le gère dans le collectif qui est bien large. Voilà. C'est super intéressant parce que c'est tout l'écosystème qui tourne autour de la fonction. Et par contre, peut-être qu'une maman souhaite interagir parce qu'à un moment donné, il faut aussi beaucoup communiquer. Quelle est ma fonction ? Et souvent, on ne sait pas tout ce qu'il y a. On voit que la partie émergée de l'iceberg. Hein. Pour le coup, je suis d'accord avec Madame la directrice, parce que je suis très proche, moi, des écoles. Voilà, je ne travaille pas, mais à côté de ça, je suis très investie dans les écoles et je suis proche des directrices des écoles élémentaires et maternelles, des écoles de mes garçons, et je le vois, tout ça. Donc, les parents qui sont proches, ils se rendent compte qu'il y a une surcharge. Parce que oui, il y a une classe à gérer, il y a effectivement les salariés, il y a le tout, il y a ce qu'on nous demande aussi au-dessus. Et on sait qu'on vous en demande de plus en plus avec le moins en moins de pouvoir et de moyens. Et voilà. Donc je pense qu'il y a des parents qui sont conscients. Pas tous, ça c'est sûr, mais il y en a quelques-uns. Et les élèves, vous savez ce qu'est le job ? Ouais. Pour moi, être proviseur, avec ce que j'ai pu vivre ces 4 dernières années, je trouve que ils ont vraiment du courage parce que on n'y pense pas vraiment, mais tout le temps on leur demande de convoquer des enfants, puis d'appeler les parents, puis les conseils de discipline, les commissions éducatives, les conseils de classe. Ils doivent avoir une organisation vraiment parfaite, en plus de la communication envers les parents, surtout quand on est dans des établissements où il y a des diplômes en fin d'année. Il faut essayer de faire comprendre aux parents l'enjeu de ce que doivent faire leurs enfants, car il y a des parents qui ne sont pas forcément très proches de ça. Il y en a qui les laissent faire ce qu'ils veulent, mais il faut les guider. On est encore jeunes, on a besoin d'être guidés. On ne sait pas toujours ce qu'on veut faire plus tard. Et heureusement qu'on a des parents, des professeurs et des principales, des CPE, des surveillants qui peuvent nous aider, des adultes, quoi, à nous aider à savoir comment avancer, changer, grandir et trouver notre voie de ce qu'on voudrait faire plus tard. Alors moi je rejoins Manel dans le fait que souvent le rôle de la principale il est peut-être oublié parce qu'on va plus penser aux professeurs. En tant que, même je pense qu'en tant que parent, quand on va raconter, en tant qu'élève, quand on va raconter à nos parents la journée, on va parler des professeurs, le principal il est un peu oublié, et en tant qu'élève, quand on va parler du principal, on va plus avoir cette figure de rigueur, d'autorité et moins de... Voilà, ça fait un peu peur quand on se dit ouais, on va aller voir la principale, ça fait plus peur que d'aller voir le prof de français par exemple. Donc en même temps, il y a cette barrière qui est faite, donc ça retient peut-être. Maintenant, on comprend que ça doit être vraiment, ça doit être plus dur comme métier, devoir encadrer les élèves. Ce que Manel a dit, tous les conseils de discipline et tout, de pas se faire détester par les parents en même temps, parce qu'il doit y avoir quand même un retour, je m'imagine un retour, parce que souvent les parents, ils peuvent être un petit peu plus durs, donc je comprends et
Et voilà, je vous soutiens. Moi, Moi, je pense que le métier de proviseur, c'est un petit peu sous-estimé, on va dire, parce que ils doivent gérer un collège ou un lycée entier, plein d'élèves, les personnels de l'école, etc. Et je pense que ça ne doit pas être simple tous les jours de devoir, entre guillemets, disputer des élèves ou de gérer plein de choses comme ça. Ça ne doit pas être simple et voilà. Et alors, on a tous compris que c'était compliqué, ce job, il est compliqué. Et comment on peut faire pour expliquer aux parents en tout cas, tout l'écosystème de cette fonction-là? Eh bien, je pense que la première démarche, c'est de penser la communication, vraiment, de se montrer accessible, de vulgariser, parce que alors l'éducation nationale, on est quand même très très riche d'acronymes multiples, de dispositifs en tout genre, novateurs. Chaque année, il y a des choses nouvelles dans notre écosystème, vraiment éducation nationale. Et de rendre les choses lisibles, que ce soit les principes d'évaluation, le fonctionnement de l'établissement, les fonctions des uns et des autres. Mais tout ça, ça passe par de la communication, écrite, numérique, orale. Là, pour le coup, on va pouvoir aller chercher pléthore de manières de communiquer, entretenir des liens avec les représentants élus, parce que c'est aussi, un levier pour que, en s'adressant à un nombre restreint de personnes, ça puisse diffuser sur l'ensemble. Là, nous, sur le collège de Fontenay-Trésigny, on essaye d'investir l'ENT de l'établissement, l'espace numérique de travail, comme support de communication. On réfléchit aussi au site internet du collège qui va être refait. Et là, on est plus sur une vitrine sur l'extérieur, pas pour les... mais l'ENT, on essaye vraiment de le faire vivre avec le fil d'actualité, etc. Mais je pense qu'on touche davantage les parents, d'ailleurs, par ce biais-là, que les élèves qui ne consultent que très très peu. Malheureusement, l'ENT. Sauf si peut-être c'est eux qui l'animent. C'est en projet. Voilà. Voilà. Alors, pour intervenir dans d'autres établissements, effectivement. Donc, il y a plein de choses à faire. Et comme quoi, juste de se poser 5 minutes et d'échanger. En tout cas, vous avez des retours juste incroyables. Donc, vous avez bien tenu compte du périmètre du travail d'un proviseur ou d'un principal maintenant. Voilà, un chef d'établissement. Un chef d'établissement, donc trois noms. Merci. Tu as déjà eu l'impression qu'on avait quelque chose de toi, qu'on entendait quelque chose de toi que tu n'avais pas envie de devenir. Genre on disait quelque chose que tu voulais pas forcément faire de toi. Médecin. On voulait que tu sois médecin ? Oui, notre père, il voulait qu'on soit médecin. Et toi, tu veux quoi ? Moi, je veux faire basketteur professionnel. Je m'appelle Liam Kamsu. J'ai 13 ans et je suis en 5e. J'aime pas, médecin, tu découvres les corps, c'est répugnant, quoi. Moi, c'est Léna Kamsu, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Ils veulent que je fasse chirurgienne, surtout mon père. Moi, chirurgienne, ouvrir les corps, c'est pas mon truc. Par exemple, si ça marche pas, ils veulent qu'on aille à un plan B. Ouais. Il a dit, vous faites ce que vous avez envie, mais sauf si vous ne réussirez pas, vous choisirez un autre métier. Moi, dans tous les cas, je ferai ce que j'ai envie. Tiens-toi droit. Tiens-toi droit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui donne vraiment envie de te lever ? Ce qui me donne envie de me lever chaque jour, c'est le fait de pouvoir aller regarder des choses plutôt centrées automobiles chaque jour. Et ça me motive à me lever chaque matin. Je suis en 5e et je m'appelle Gabrielle. Ce qui me donne vraiment envie de me lever, c'est de découvrir de nouvelles choses et de voir mes copains à chaque fois, tout le temps au collège, tout ça. Moi, c'est parce que le chat de mes voisins, il vient tout le temps chez moi et du coup, comme ça, je peux le caresser.
Moi, ce qui me motive à me lever chaque matin, c'est de jouer aux jeux vidéo, de m'améliorer dans les jeux vidéo et d'essayer de faire des vidéos aussi, de m'améliorer en montage pour être de plus en plus connu et pour faire plaisir aux gens, pour qu'ils... Est-ce que tu veux donner ton nom de chaîne YouTube, s'il te plaît? Comme ça, nos auditeurs pourront aller la voir et voir ton travail. C'est Monreach, Monreach. Nickel, c'est bien. Si vous repensiez à votre... Alors, je suis Laurent, le papa de Mathieu, peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Si vous repensiez à votre propre orientation, qu'est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui? Sur la fin de troisième, celle qui nous intéresse, déjà en premier lieu, pas grand-chose. J'ai été content, je suis parti dans l'enseignement général, j'ai fait un lycée d'enseignement général et j'étais assez content de cette orientation. Donc sur la première orientation, pas grand-chose. Sur le choix du bac non plus. Alors moi à l'époque, ça ne vous parlera pas, mais c'était, alors ça serait, comme on dit aujourd'hui, spé maths et physique. Bac C, ouais. Vous voyez, c'est... Voilà, donc maths et physique, c'était mon truc. Donc si j'avais... Et après, effectivement, études scientifiques. Donc je ne les ai pas regrettés, je ne les regrette pas parce que, je disais à Mathieu, on en parlait un peu dans la voiture, je suis parti avec... J'ai pas fait des études pour avoir un métier. J'ai jamais cherché dans mes études à avoir un métier au départ. La chance, mes études menaient à des métiers, mais je réfléchissais pas comme ça. J'avais des questions sur le monde qui m'entourait, je voulais répondre à ces questions. Et effectivement, si je devais refaire un choix aujourd'hui, ça serait à la fin de ma terminale, au lieu de choisir d'aller faire des sciences, notamment de la physique, j'aurais choisi toute autre chose, parce que je voulais comprendre le monde à deux niveaux finalement. Au niveau le plus profond, la physique vous emmène le plus loin dans ce que vous pouvez imaginer du monde. Et j'aurais aimé comprendre le monde, mais le monde de mes contemporains. Donc peut-être des études de géopolitique. J'aurais pu choisir une faculté de droit ou une faculté, peut-être IEP, Sciences Po, à la place de l'Université des sciences à Paris. Moi, juste pour synthétiser, et c'est hyper pertinent, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne se pose pas trop la question. On ne savait pas quel métier on allait faire. Et sauf que là, l'expérience, si j'avais, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, on peut dire, ouais, j'aurais peut-être pris Sciences Po, j'aurais fait peut-être de la géopolitique, mais c'est l'expérience. J'aurais exploré un tout autre modèle. J'aurais exploré, vraiment, mais dans la même idée. Dans la même idée, j'aurais fait IEP, Sciences Po, sans savoir derrière ce que j'aurais pu faire. J'aurais pas eu forcément d'idée. D'ailleurs, j'ai hésité à la fin de ma terminale. C'était vraiment... le chef d'établissement me poussait à aller en prépa, parce qu'ils avaient une prépa, et donc ils voulaient absolument que j'aille faire une prépa, mais j'avais pas cette appétence, j'avais pas envie de faire une école... En plus, ils avaient une prépa école de commerce, j'avais aucune envie de faire une école de commerce. Mais effectivement, j'avais envie de comprendre le monde. Soit au niveau le plus profond, en termes, je dirais, subatomiques, aller très très loin dans l'univers et il y a très longtemps, soit m'intéresser à mes contemporains. J'ai choisi la science. Je le regrette vraiment pas, hein, mais ça aurait été vraiment deux orientations différentes qui m'auraient emmené à des métiers, je pense, très certainement très différents et une vue du monde très différente. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil justement aux jeunes qui sont en recherche d'orientation? Parce que c'est la problématique d'aujourd'hui. On n'arrive plus on a des difficultés à s'entendre, à se comprendre, etc. Parce que nous, on a tous été jeunes, on a tous été dans ce système-là, même si le monde était différent. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire des études dans un but précis ou comme vous, ou qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Je leur conseillerais, s'ils n'ont pas trop d'idées, s'ils sont pas, parce que c'est souvent le cas, je leur dirais de faire le pari suivant. Ils sont là, je dirais un peu le pari de Pascal, je ne sais pas si vous le connaissez. Ils vont peut-être pas avoir la ref. Vous n'avez peut-être pas la ref. Mais Pascal, il s'est dit un jour, c'est un philosophe français,
il réfléchissait à l'existence de Dieu. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? On peut se poser la question. Et il s'est dit, il a fait Paris janséniste, il s'est dit, moi, je vais parier qu'il existe. Parce que j'ai rien à perdre. S'il existe, alors il était catholique, donc s'il existe, il va aller au paradis. J'ai tout gagné. Puis s'il n'existe pas, ben, je verrai bien ce qu'il y a après, mais j'aurais rien perdu. Et là, c'est un peu pareil. Vous êtes au collège, vous ne savez pas trop quoi faire. Mais on vous impose d'être 6 heures par jour, ici, assis, devant un professeur. Il a forcément quelque chose à vous amener. Ah, il y a des matières que j'aimais, il y a des matières que j'aimais moins, hein, forcément. Mais même mes profs de français, j'étais pas très fort en français, m'ont, à certains égards, amené des choses. J'étais pas... l'heure de français passait lentement, beaucoup plus lentement que d'autres, très très lentement, mais je me dis, je suis là, je suis assis, on me l'impose, c'est obligé, hein, l'école c'est obligatoire, donc autant le bonifier, autant se dire, bon, ben, j'aurai quelque chose à tirer de cette expérience, donc être attentif, attentif aux choses, attentif au monde. Et puis après, si vous vous intégrez dans ce monde scolaire, vous pourrez suivre des études, ou pas suivre d'études d'ailleurs, ou aller vers d'autres horizons. Mais là, vous êtes bloqué là, vous êtes obligé d'être là, c'est une obligation, l'obligation scolaire. Eh bien, autant le bonifier au maximum, en étant attentif à ce qu'on vous raconte et en vous disant qu'il y a toujours, même dans les matières qui vous plaisent moins, il y a toujours quelque chose à en tirer. Il y a toujours quelque chose qu'on peut prendre de cette expérience scolaire. Donc, il ne faut jamais abandonner. Jamais abandonner. Et je pense que l'école, c'est quelque chose qu'il faut toujours s'accrocher. Il faut se dire, c'est important. Quoi qu'il arrive, c'est important. Parce que, au-delà des études que vous pourrez faire plus tard, un jour, vous deviendrez des citoyens de cette République. Et en tant que citoyen, on vous demandera 2 choses. Vous allez voir, c'est pas compliqué. La première, c'est casquer des impôts. Mais c'est normal, hein. Faut bien payer tout ce qui nous entoure ici. Et d'autres professions et d'autres choses qui assurent notre bien-être quotidien. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, vous irez voter. Et pour voter, il faut comprendre le monde. Et je pense que le premier des trucs que vos profs vous amènent, c'est une compréhension du monde. Chacun à son niveau. Le prof d'histoire géo va vous raconter où sont les pays, va vous raconter l'histoire de votre pays. Les professeurs de langue vont vous amener d'autres cultures, vont vous amener culture anglo-saxonne, culture hispanique, culture germaniste. Je ne sais pas s'il y a encore des profs d'allemand un petit peu. Ah, bon. Le prof de mathématiques va vous amener une forme d'analyse, de logique. Vous voyez ? Donc, je pense que c'est le seul conseil que je peux vous donner, c'est vous dire que... Quitte à être là. Voilà, quitte à être là. Soyez présent. Voilà, soyez présent, soyez attentif à ce qu'on vous raconte, parce qu'au minimum, même si vous ne faites pas d'études, vos professeurs vous auront transmis cette connaissance nécessaire, minimum, pour que vous soyez des citoyens qui puissiez aller voter en toute conscience, choisir ce que vous voulez, mais en toute conscience et en compréhension du monde. Alors, moi je suis Dominique Berthaud, principale adjointe du collège Stéphane Mallarmé de Fontenay-Trésigny. Alors la question, c'est qu'est-ce qui vous frustre le plus dans votre rôle auprès des jeunes ? Alors, ce qui me frustre le plus, c'est leur manque de curiosité, en fait. La stimulation est difficile parfois. Et souvent, ce qui manque, c'est justement cette appétence de la connaissance. Ils ne savent pas trop pourquoi finalement ils viennent en cours pour une partie d'entre eux. Et leur communiquer cet enthousiasme de l'apprentissage n'est pas toujours aisé en fonction des personnalités de chacun. Moi, je pourrais répondre que je suis assez d'accord parce que parfois, quand il y a des choses qui s'organisent dans le collège ou dans l'établissement, on n'a pas forcément, il n'y a pas forcément du monde qui a l'entrain, qui a l'envie de venir forcément à découvrir des choses. Je pense que le collège, il pourrait sûrement essayer de faire des choses que les jeunes, ça pourrait leur donner envie de venir. Par exemple, faire des prix, pas forcément des prix avec de l'argent, pas avec de la nourriture ou de l'argent, mais par exemple, tu gagnes une récompense.
par exemple, ta classe, elle a un diplôme ou je sais pas, et à la fin de l'année, tu gagnes un paquet de bonbons avec... Des challenges. Ouais, voilà. Je m'appelle Berger, je suis en 3e. C'est parce que la compétition, les gens aiment beaucoup la compétition. On aime beaucoup la compétition. Du coup, le fait de mettre un petit concours, une petite compétition entre les classes, par exemple entre les classes de 3e, de 4e, tout ça, ça pourrait motiver les gens à se dire « Ah, mais comme ça, on termine premier » et même s'ils n'y gagnent rien, ils seront quand même contents, fiers d'eux parce qu'ils se sont dit « Ouais, on a réussi à être premier ». C'est toujours arrivé à chaud. C'est quoi le truc que les adultes ne comprennent jamais à propos de ton avenir ? Je pense que c'est le fait que des fois... on nous demande de vite trouver qu'est-ce qu'on veut faire pour plus tard. Et des fois, on n'a pas d'idée et vu que du coup les adultes ils nous mettent non mais il faut que tu trouves qu'est-ce que tu veux faire plus tard car sinon tu vas pas réussir ta vie, tout ça. Ils nous mettent la pression sur ça. Alors des fois on n'a juste pas d'idée pour le moment. Pourtant, des fois, les gens essayent d'avoir des idées, de trouver des choses, par exemple en venant au forum, tout ça. Je m'appelle Béatrice, je suis en 5e. Tu as déjà eu l'impression qu'on attendait quelque chose de toi que tu n'avais pas envie de devenir ? J'avais ma mère qui voulait que je sois dans la médecine, mais j'ai jamais voulu être de la médecine. J'étais un peu dans d'autres choses. Parce que la médecine, j'aime pas beaucoup le sang et ça me dérange beaucoup. Et que après, j'ai dit à ma mère que je voulais pas devenir médecin, genre dans anesthésiste. C'est ce qu'elle voulait que je fasse, mais je voulais pas être. Du coup, je suis Tabari Alexandre en 4e et du coup, pour répondre à la question, je pense que oui, en fait... On a plusieurs voies, par exemple, certaines études elles t'obligent à faire ce que tu veux et parfois tu n'es pas forcément d'accord avec ce que tu veux faire. Par exemple, si je veux partir dans le marketing ou quelque chose comme ça et qu'on m'oblige à... Parfois on me dit ouais les maths c'est important, mais pas forcément utile en particulier. Si tu pouvais changer une seule chose à l'école pour mieux préparer la vie, ce serait quoi ? Déjà moi c'est Nathan Lonel-RNT, je suis en 4e. Et pour changer quelque chose à l'école, c'est d'apprendre d'autres trucs, genre comment gérer son argent et tout, genre autre truc qu'il est matière actuelle, genre d'autres matières. Quand on te parle d'orientation, tu ressens quoi en premier ? Pression, peur, envie ou rien ? Pression ? Ah, tu ressens la pression ? Oui, parce que je dois m'orienter. Moi, ça me fait rien parce que voilà, c'est dans longtemps, je me dis. T'es en quelle classe ? 5e. Moi, je ressens la pression parce qu'on nous presse trop. Alors, donc moi je suis la maman de Nathan et donc la question c'est qu'aimeriez-vous que votre enfant ose dire mais qu'il ne me dit pas ? Moi j'aimerais par exemple qu'il puisse me dire quand à l'école quand ça va moins bien. Des fois je vois qu'il rentre de sa journée un peu plus renfermé sur lui-même et j'aimerais qu'il puisse m'expliquer clairement ce qui s'est passé. Donc bonjour, moi je suis le papa de Mathis. Donc moi, ce que j'aimerais qu'en tout cas qu'il me dise, plein de choses, mais déjà comment s'est passée sa journée à l'école, et aussi en rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, pourquoi on est là aujourd'hui. Est-ce qu'il a déjà une idée de ce qu'il veut faire plus tard? Donc voilà. Pour moi, pourquoi je n'ose pas dire ça, déjà pour 2 raisons. Parce que la plupart du temps, je fais quasiment rien de spécial. Et la deuxième, c'est que mes parents sont toujours occupés à faire des réunions ou je ne sais quoi. Et au fil du temps, je finis par oublier des trucs cool à dire. Et voilà, je passe à autre chose. Et c'est à peu près comme ça tous les jours. Parce que du coup, t'oses pas leur dire, leur parler de ta journée parce qu'ils sont tu sais qu'ils sont occupés et tout, et t'oses pas aller les voir après leur réunion et dire voilà, moi j'ai fait ça, tu monopolises la parole quoi. Parce qu'il avait oublié, c'est ça? Non, mais du coup il oublie, mais tu vois, te dire ils ont fait leur réunion, ils ont fait leur travail parce que
Voilà, on est obligé de travailler. Et après dire, c'est moi qui vais les embêter, je vais raconter ma vie. Tu t'oses pas? Non, Mais pourquoi t'oses pas? j'en sais rien. Tu sais que c'est trop bien. Non, mais malgré tout, c'est hyper important. Tu vois, on est tous partis de chez nos parents. Et c'est quand même des moments plutôt sympas. Moi, je me rappelle, c'était à table souvent, où après manger, on discutait de la journée, etc. Alors, c'est tout et n'importe quoi, hein. Mais peu importe. Et tu vois, ça te permet de, déjà d'écouter aussi ce qui se passe dans la vie de tes parents ou de tes frères et sœurs. Et puis toi, de dire, moi, j'ai fait ça. Et tu vois, ça met une petite relation. Et puis, c'est des moments qui sont hyper importants. Parce qu'après, en général, tu pars faire des études ailleurs. Et là, tu te retrouves tout seul dans un appartement ou en internat avec des gens que tu n'as pas forcément envie de voir ou que tu ne connais pas. Et c'est assez complexe, etc. J'ai fait beaucoup d'internats, donc je peux te dire que voilà. C'est assez riche, mais en même temps, c'est dur de se retrouver sans sa famille. Donc, petit conseil, profite de ces moments parce que ça part très, très vite. Et si tu as peur d'oublier, note ce que tu veux leur dire. Oui, aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne vraiment envie de te lever? Ah, très bonne question. Ce qui me donne vraiment envie de me lever, c'est déjà d'aller jouer. Un truc prioritaire pour moi. Et puis, dans les jours auxquels je vais à l'école, c'est surtout pour voir mes amis et passer du temps avec eux, en dehors des cours surtout. C'est bien ça. Et moi, j'adore la franchise avec laquelle tu réponds parce que tu te lèves et ça te motive. Le jeu, c'est une passion et en même temps, voir tes potes. Et donc, c'est vrai que le rêve de tous les parents, c'est d'aller étudier, mais on ne l'aura jamais. Ça, c'est intergénérationnel. Donc, c'est très bien. Merci. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis en 6e 2. Et on m'a donné une question, c'est quoi le truc que les adultes ne comprennent jamais à propos de ton avenir? Et c'est que on est trop jeune pour comprendre. Et c'est que aussi, on a encore des années à réfléchir avant de construire notre avenir. Et c'est tout. Bien le bonjour les gens. J'ai rien moi. Ah oui, moi je m'appelle Jordan, je suis en 6e 4. Et moi, ils comprennent beaucoup de choses. Ah oui, qu'on n'est pas obligé de faire forcément les métiers que les adultes ont envie qu'on fasse, qu'on peut décider à nous de faire notre métier. Je m'appelle Lénie, je suis en 6e 3. Les adultes ils comprennent pas pour mon avenir, je sais pas moi. Pour moi mes parents ils comprennent tout. Moi c'est Théo, je suis en 5e 4 et c'est que les adultes ils essayent de donner des propositions de métiers d'avenir pour plus tard et après alors que nous on veut faire des choses qu'on aime de faire et voilà. Donc on aura bien décidé. Bonjour, moi c'est Gabriel, je suis en 4e. Que les adultes ils veulent nous imposer des choses qu'on veut pas forcément faire. Bonjour, moi je m'appelle Sean, je suis en 3e C. Et par rapport à la question, le truc que les adultes comprennent jamais à mon avenir, c'est qu'en fait, même moi, je sais pas, je veux faire quoi en fait. Mais c'est pas grave. Je suis perdue. Pourquoi t'es perdue? Il y a tellement de possibilités. Genre un jour, je vais être électricien, l'autre jour, je vais être astronaute. Et continue. Ouais, c'est vachement bien justement. Au moins, tu veux faire plein de choses. À la fin, je vais finir à Pôle emploi. Non. De toute façon, pour finir chez France Travail, tu dois avoir déjà travaillé normalement. Donc, tu vois, en tout cas pour toucher des... Ah oui, attendez, un minimum quand même. Enfin, tu peux être au chômage, mais si tu n'as jamais travaillé, tu n'auras pas d'indemnité. Alors, bonjour, moi je m'appelle Sandrine, donc maman d'un élève de 3e et d'un élève qui a 18 ans, donc d'un enfant de 18 ans. Donc la question c'est qu'est-ce qui vous inquiète le plus quand vous pensez à l'avenir de votre enfant?
c'est qu'il puisse trouver un travail qui va lui plaire parce qu'il va falloir le faire au moins minimum pendant 40 ans. Et chose qui est vraiment importante, c'est de aimer son travail pour y aller tous les jours. Bonjour, moi c'est Aurélie, maman de 3 enfants de 18, 13 et 9 ans. Est-ce que vous parlez orientation avec votre enfant ou est-ce un sujet tendu ? Alors oui, on en parle de temps en temps. Après, c'est pas un sujet forcément évident parce que à 13 ans, ils sont un petit peu perdus, ils savent pas forcément ce qu'ils ont envie de faire et entre les idées qui peuvent se faire d'un métier et la réalité, parfois il y a une marche, ils ont du mal à entendre aussi nos arguments à nous, parents. Est-ce que vous parlez orientation avec votre enfant ou est-ce qu'un sujet tendu ? Oui, on parle de temps en temps et du coup ce forum nous a permis de découvrir plusieurs métiers et une orientation pour plus tard pour Mathéo. Alors, si vous repensiez à votre propre orientation, qu'est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui ? Eh bien, je ferais rien de différent parce que je voulais faire coiffeuse quand j'étais petite, donc j'ai fait ça pendant 25 ans, j'ai eu mon propre salon. Et aujourd'hui, je suis en pleine reconversion professionnelle. Je suis en train de préparer mon concours pour être CPE. Oh. Donc voilà. Vous êtes au bon endroit. Je suis très, enfin, je travaille dans un collège depuis 8 ans et j'aime particulièrement le métier de CPE. Là, pour l'instant, je suis secrétaire de direction, mais je suis vraiment, alors tout ce qui touche le scolaire, le harcèlement, tout ça, je suis à fond dedans, plus avec la préparation du concours. Donc, non, moi, j'ai fait plein de métiers et je trouve que la diversité, c'est bien. Et puis alors le forum, je trouve que c'est juste incroyable pour les élèves. Vraiment, c'est très bonne initiative. Très bien. Trop bien. Pensez-vous que l'école prépare réellement aux réalités du monde du travail actuel ? Je vais répondre sans filtre. Donc non, on ne prépare pas les enfants à la réalité du monde du travail. Il faut des spécificités particulières. Donc il y a un tronc commun, mais ils ne sont pas armés pour rentrer dans le monde du travail dès la sortie de l'école. Ils vont trouver leur voie et apprendre sur le terrain. Après, il y a certainement des enfants qui savent déjà ce qu'ils veulent faire dans la vie et ils vont tout de suite se spécialiser. Mais heureusement qu'il y a ces forums pour que les enfants voient tout type de métier. Et il en a découvert quelques-uns aujourd'hui et j'espère en faire d'autres pour que ça se diversifie pour trouver peut-être sa voie. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait, je pense que c'est ça que tu allais demander, qu'est-ce qu'il faudrait d'après vous dans un monde idéal faire pour justement préparer les nouvelles générations ? C'est difficile, hein. J'ai pas la solution, sinon elle serait déjà utilisée par des professionnels. Donc, Mais vous avez répondu à une partie des solutions et il y a plein de solutions sur les forums, la proximité du monde économique et du maillage économique local avec les entreprises, etc. Et c'est aussi l'objectif de ce forum. Il y a plein d'entreprises. Mélissa et moi sommes des entrepreneuses aussi. Alors, on ne vit pas du podcast, hein, mais en tout cas, on travaille, etc. Et grâce au podcast, on met en lien les 3 mondes. L'éducation, enfin la formation, les entreprises et la génération qui arrive sur le marché du travail. Alors, on n'a pas de baguette magique, hein, mais en tout cas, on essaye et c'est de plus en plus dans l'air du temps. Et dans votre futur métier, ça va être vraiment une... Alors, il y a d'autres... blocs de dispositifs, mais en tout cas, c'est vraiment... Alors, au lycée, je ne sais pas si certains... Au lycée, il y a des dispositifs comme le Clé. Du coup, on met en relation les entreprises et les élèves. Donc, voilà, il faut se rapprocher de plus en plus du terrain. Parce que, du coup, culture, en fin de compte, c'est soit on fait du général, soit on fait du technique. Et là, on revient encore à de l'orientation, etc. Donc...
Mais au collège aussi, parce qu'il y a de plus en plus de mini-stages qui sont organisés pour les élèves, les stages de 3e, mais bon, ça après, c'est pas forcément bien préparé, mais il y a de plus en plus, en tout cas, de mini-stages, de découvertes de métiers. Mais je suis d'accord qu'effectivement, il y a un manque de formation au niveau des enseignants, au niveau des personnels éducatifs, mais aujourd'hui, il n'y a plus le temps. Il y a trop d'élèves, il n'y a plus de moyens. Donc, bon. Mais c'est vrai, quand on n'est pas dans le milieu, c'est compliqué de savoir. Moi, je me permets parce que je suis dans le milieu et que je vois effectivement l'envers du décor, mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. À l'ère d'aujourd'hui, il y a des problématiques. Le harcèlement, bon, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, ça a vraiment un impact sur les enfants. Et je trouve que c'est pas encore assez suivi. Ils font je pense les CPE font leur travail, mais c'est pas encore très abouti. Les enfants signalent et c'est pas suffisant. Mais il y a un beau boulot à faire pour aider tous ces enfants. Je m'appelle Jade Musset, je suis en 4e 3 et tu as déjà eu l'impression qu'on attendait quelque chose de toi que tu n'avais pas envie de devenir. Oui, ça m'est arrivé plein de fois parce que mes parents s'inquiétaient beaucoup pour moi, mais du coup, ils ne faisaient pas trop attention à ce que moi, je voulais être plus tard. Ah oui. Ok. Et du coup, j'ai dû essayer de m'affirmer, mais ça n'a pas trop marché. Du coup, il y a eu un moment où j'étais en froid avec mon père, mais du coup, c'est pour ça que du coup, je suis là aujourd'hui, et je suis venue toute seule parce que sinon je savais très bien ce qu'il allait me dire de faire. C'est quoi ? Médecine. Ah, c'est marrant, depuis ce matin, il y a plein de jeunes de votre âge où les parents veulent que vous soyez tous des médecins. Alors on est en pénurie, c'est bien, mais c'est une vocation. Ok, et toi tu es journaliste ? Oui, journaliste ou alors un truc littéraire. Ok. Donc je suis allée voir plein d'autres métiers comme auteur, éditeur, bien. etc. Et donc comme étude, tu sais ce qu'il faut faire ou pas ? Non, justement, c'est pour ça que je suis venue. Peut-être un bac général, mais dans le français. Après, tu as Kine, Hippokine sur les études supérieures. Il y a plein de trucs, tu vas voir. Ok. Est-ce que tu veux participer ? Je m'appelle Sophia L, je suis en 4e 1. Et la question, c'est la même que Jade. On m'a jamais vraiment obligée à faire ce que je voulais. On m'a toujours dit fais ce que tu veux, essaye d'arriver à ce que tu veux faire vraiment. Et Tu es soutenue par tes parents ? Oui. C'est top. Et qu'est-ce que tu veux faire ? J'aimerais bien quelque chose dans le métier artistique. Par exemple, dans le domaine du cinéma ou de l'écriture, quelque chose comme ça. Et tu sais un peu ce qu'il faut faire ou pas encore ? Pas vraiment. J'essaie déjà de voir pour les études après. J'ai déjà commencé à regarder pour pouvoir aller tout de suite dans ce que je veux faire. Ok. C'est cool alors. C'est quoi le truc que les adultes ne comprennent jamais à propos de ton avenir ? Ils comprennent un petit peu ce que je veux faire, mais ils sont pas tout à fait d'accord avec ça. Par exemple, moi, je voulais me projeter dans un truc artistique, mais ils se sont dit, c'est pas comme ça que tu vas trop avancer dans la vie, c'est pas le métier qui pourrait te servir dans l'avenir. Voilà. Donc, ils comprennent pas trop ce que je veux faire. À ton avis, pourquoi ils te disent ça, tes parents ? Je pense qu'ils ont surtout peur. Donc j'essaye de comprendre moi aussi d'où vient cette peur. Est-ce qu'il y a déjà eu une forme de vécu ? Est-ce que du coup j'essaye de comprendre moi aussi. Mais c'est pas toujours si simple. Tu leur as posé la question directement ou pas ? Je leur ai demandé déjà pourquoi est-ce qu'ils voulaient absolument que je me projette dans autre chose que je voulais pas forcément faire. Parce que je me suis dit au début, c'est bien qu'ils m'incitent à réfléchir à d'autres choses parce que je suis en 4e, j'ai pas encore forcément envie de ça. Peut-être que plus tard, je voudrais faire bibliothécaire ou dans la restauration ou plein d'autres métiers.
Mais pour l'instant, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc tu verras plus tard si tu peux avoir une conversation avec eux. Oui. Pourquoi vous êtes ici? Parce que j'ai cru comprendre, Sandrine me disait que vous aviez des questions par rapport au métier de créateur de contenu, etc. Alors, tout le monde était très intéressé à ce que tu expliques quel est ce métier de créateur ou créatrice de contenu. Et donc, du coup, Mélissa, tu vas prendre la parole et tu vas expliquer. Ouais, moi, je vais le faire à l'envers. Je vais vous passer un micro et vous allez me dire à tour de rôle pour vous ce que c'est déjà être créateur de contenu. Je m'appelle Lana, je suis en 4e et pour moi, le métier de créatrice de contenu, c'est du divertissement, faire divertir ceux qui regardent les vidéos. Moi, c'est Chana, en classe de 3e. Et pour moi, créatrice de contenu, c'est pareil que Lana, c'est pour divertir et montrer les personnes qu'on est, quoi. Bonjour, moi c'est Cassie en classe de 3e. Et pour moi, le métier de créatrice de contenu, c'est créer du contenu, faire divertir le public ou les gens qui regardent les vidéos. Et montrer qui on est aussi. Bonjour, moi c'est Gabriel, je suis en 6e. Pour moi, créateur de contenu, c'est créer du contenu pour exprimer son avis. Bonjour, moi c'est Léna, je suis en 5e 4. Et pour moi, TikTok, les réseaux sociaux, les vidéos, c'est montrer ce qu'on fait, sur des vidéos. Sur des vidéos, on peut montrer ce qu'on fait la journée, tout ça. Bonjour, moi c'est Léa, je suis en classe de 5e. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est un endroit où on peut s'exprimer et montrer vraiment qui on est et pouvoir divertir quelques personnes. Ok. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, vous êtes toutes et tous en train d'expliquer que c'est pour du divertissement, c'est pour montrer qui vous êtes, etc. Je n'ai entendu personne dire c'est pour créer, c'est pour faire du montage vidéo, c'est pour faire des photos, c'est parce que je veux travailler dans... Ah, tu l'as dit? Oui, mais créer dans le sens inventer, acheter des ressources nécessaires pour produire, pour que ça vienne de votre ADN à vous et non pas des tendances qu'on voit partout et qui explosent maintenant sur tous les réseaux. Vous voyez, vraiment dans le but de montrer votre personnalité, etc., via ces outils-là. C'était vraiment le côté divertissement. Donc, c'était intéressant. Et en fait, si vous avez des questions, l'idée, c'est que vous les posiez, que je puisse y répondre au maximum pour vous aider. Et après, nous, on aura des questions à vous poser. Non, en fin de compte, elles avaient envie de savoir ce qu'était le métier de créatrice de contenu. Donc, toi, tu as pris à l'envers et elles ont dit, pour nous, créatrice de contenu, c'est divertir. Par contre, qu'est-ce que c'est ton quotidien quand tu... et c'est un quotidien qui est lourd, hein, c'est un vrai travail. Pour avoir forcément pas gagné d'argent comme vous pouvez l'imaginer. En fait, c'est ça, je voulais, tu vois, que ce qui sorte de vos questions, c'était pourquoi pas, qu'est-ce que ça comporte comme temps de travail ou qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut acheter du matériel, combien on peut potentiellement gagner, qu'est-ce que ça implique, vas-y. Les montages vidéo que vous faites, ça vous prend à peu près combien de temps à les faire ? Alors, tu as plusieurs types de montages. Donc, tu as les montages sur YouTube en version vlog, etc., que tu vas travailler, mais un peu moins, par exemple, que des vidéos dynamiques, short, en format short, que vous allez retrouver sur Insta, TikTok, tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, une vidéo... Alors déjà, il faut savoir, pour faire une vidéo de 10 minutes sur YouTube, il faut au moins 1 heure de rush. Vous voyez ce que c'est, les rushs, ou pas ? Il faut au moins 1 heure de vidéo tournée pour arriver à 10 minutes. Vous imaginez déjà la différence et tout dépend de la complexité de ton montage, mais en général, une vidéo prend entre 1 et 3 jours de montage, suivant évidemment le type de contenu qui est créé, quoi. C'est une grosse fourchette. Mais est-ce que certaines vidéos sont truquées sur YouTube ? Par exemple, ils rajoutent des effets comme, le dentifrice plus d'éléphant plus le coca, ça fait un énorme geyser. En fin de compte, c'est les effets spéciaux sur YouTube, c'est ça ?
Oui, bien sûr. Bah oui. Tout est, c'est très technique. Comme à la télé, enfin comme les films, comme les séries Netflix, parfois il y a des effets spéciaux. Comme dans Stranger Things, tout le monde a regardé. Vecna, les 3/4 de son corps, c'est de l'effet, enfin ce sont des effets spéciaux, par exemple. Donc oui, ça fait partie de l'univers du cinématographique, quoi, des cinéastes. Ça fait partie du job, quoi. De la création pure De la et création, dure. mais tu n'es pas obligé d'en faire. Tu n'es pas obligé de faire des effets spéciaux parce que là, c'est encore un autre level. Tu peux simplement faire du montage sans trop de difficultés et sans trucage, comme tu dis. Est-ce que vous êtes tous sur les réseaux? Non. 6e, normal. Oui, d'accord. Est-ce que c'est difficile de créer une chaîne de YouTube ou de contenu? Alors, en soi, créer des réseaux sociaux, c'est pas compliqué, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Je vous passerai les détails techniques, mais évidemment, il y a des manipulations à faire. Et voilà, il y a des choses à remplir suivant chaque réseau pour optimiser votre visibilité le plus simplement possible. Après, ce qui est dur, c'est effectivement de maintenir... Déjà, c'est d'avoir un concept, parce qu'on ne se lance pas sur les réseaux sans avoir de concept. Sauf si c'est juste comme ça. Mais si vous êtes dans la volonté de faire de cette passion un métier, il faut beaucoup travailler, il faut avoir un concept. Est-ce que vous voyez ce que c'est un concept ou pas? C'est une idée. Voilà, il faut avoir une idée que personne n'a encore eue, ou en tout cas que quelqu'un a eue, mais vous la voyez sous une autre forme. Donc vous allez la développer avec votre personnalité, etc. Et après, c'est beaucoup de travail entre les idées... tourner les vidéos, donc préparer avant le tournage, préparer les vidéos, les scripts, etc. Tourner les vidéos, avoir certainement des collaborateurs pour vous aider à faire qui filme, qui monte, qui enregistre le son, après qui s'occupe de la publication et après qui s'occupe de la diffusion de la vidéo, donc pas que sur une plateforme mais sur toutes les autres plateformes, etc. C'est beaucoup de travail, d'organisation et de discipline. Parce qu'en fait, sur les réseaux, vous ne pouvez pas vous dire « ce matin, je n'ai pas envie de poster, je ne poste pas ». Vous avez une discipline qui est hyper importante et à partir du moment où, je la fais court, mais vous mettez en place votre stratégie avec un nombre de posts à réaliser par semaine, il faut continuer ce nombre de posts et ne pas déroger en fait à cette règle. Et donc, c'est très grande discipline. Vous, qu'est-ce qui vous a fait vous lancer dans les réseaux sociaux? Alors moi déjà, je ne vis pas des réseaux sociaux. Ce qui est important que vous compreniez, mais en même temps, je ne veux pas vous enlever ça parce que il faut que ça reste au stade, on va dire, de passion et que vous utilisiez ces outils pour développer des compétences. Donc rien n'est perdu. Vous pouvez aller sur les réseaux et créer du contenu, c'est toujours hyper utile pour vous. Moi en fait, je fais de la communication. Et mes réseaux sociaux sont un moyen de montrer mon travail, tout simplement. Donc, je ne vis pas directement des réseaux sociaux. Je ne gagne pas d'argent sur Instagram. Je gagne 5$ sur Facebook pour une vidéo qui a été partagée 500 fois, vue plus de 100 000 fois. Donc, je vous donne volontairement les tarifs pour que vous puissiez comprendre. Et j'ai dit 5$, je n'ai pas dit 5€. Donc après, il y a les taxes pour les États-Unis, etc. Il y a la conversion en euros. Par contre, en fait, c'est ma vitrine. Donc, quand des gens veulent regarder mon travail, etc., ils vont justement sur mes réseaux. Et après, je trouve du travail. Mais je ne vis pas directement, je ne gagne pas d'argent directement de ces réseaux. Et sur YouTube, c'est des clopinettes. Parce que ça demande énormément de travail. Une chaîne YouTube, si ça vous plaît, c'est un travail à temps plein. Mais quand je dis temps plein, c'est pas un 8h, 17h. Hein. C'est des journées à rallonge, des nuits de montage, etc. C'est la passion vraiment qui prime dans ces métiers-là. Et c'est un marché qui a un peu explosé. Il y a beaucoup de monde maintenant. Et donc, à moins d'être un YouTuber comme Thibaut InShape ou je ne sais qui, Squeezie, enfin voilà, tous ceux que vous connaissez qui gagnent leur vie effectivement avec les réseaux. 90% aujourd'hui des micro-influenceurs et des influenceurs n'en vivent pas directement. Donc, on gagne moins d'argent. Si je peux me permettre, c'est comme... il y a beaucoup de chanteurs, mais il y a peu de stars. C'est vrai. Il y a beaucoup d'acteurs, mais il y a peu de stars. C'est exactement la même chose. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus passer à côté de ça dans votre activité aussi principale pour vous faire connaître. Donc, ça change un peu, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir créer du contenu.
mais plus pour les mêmes raisons. Ouais, en fait, il faut vraiment que ce soit un outil qui va vous aider dans votre carrière professionnelle ou pour votre épanouissement personnel, mais ne pas avoir en tête que vous allez devenir la prochaine Jazz ou Jessica Thivenin, etc. Non, je vous le souhaite si vous voulez, mais ce que tu le disais, sur 500 000 chanteurs, il y en a 2 qui réussissent à vivre de leur vie convenablement. Donc voilà, et je vous encourage à créer vraiment si vous voulez, parce que ça développe plein de compétences et c'est super bien pour... de toute façon, la créativité, c'est très bien pour l'imaginaire et pour vous de manière générale. Mais il faut que vous trouviez une voie quand même à côté, en tout cas, pour subvenir à vos besoins. Est-ce que Mélissa a répondu à vos questions? Tu en avais encore une, alors vas-y, prends le micro. Ouais. Pour se lancer sur les réseaux, il faudrait investir à peu près combien pour pouvoir se lancer et dire que, potentiellement, avoir de la visibilité, etc. Alors déjà, personne ne maîtrise la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc c'est un peu aussi le coup de chance, etc. Ou en tout cas les relations que vous allez avoir et effectivement l'argent et le temps que vous y investirez. En soi, il faut avoir de quoi filmer, de quoi capter du son. Et ensuite, il va vous falloir tout ce qui est logiciel de montage, etc. Dans un premier temps, c'est largement suffisant. Donc c'est aléatoire. Soit tu filmes avec ton téléphone, parce qu'on commence tous par des outils... on n'est pas obligé d'avoir la dernière caméra ou quoi que ce soit, pas du tout. Si vraiment c'est votre passion et que vous avez envie de vous lancer, allez-y. Et après, les logiciels de montage, etc., ça peut être plutôt coûteux. C'est des licences qui peuvent monter à 1 500 € par an que vous devez renouveler systématiquement. Et puis après, il faut peut-être payer si vous n'avez pas d'appétence dans les montages, parce que c'est un vrai métier. Payer un monteur. Et là, c'est pareil, ça va être entre 500 et 1 500 € la vidéo. Donc, c'est un très, très gros budget, ouais. C'est un univers aujourd'hui qui se professionnalise. C'est ça, vous regardez les films au cinéma il y a 20 ou 30 ans en arrière et vous regardez les films au cinéma aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Eh ben, les créateurs de contenu, ça se professionnalise. Et plus ça se professionnalise, et plus il faut être le meilleur, la bonne idée. Parce que raconter sa vie, s'il n'y a pas un vrai objectif, c'est très compliqué. Donc voilà. Mais c'est un merveilleux métier et vous ne pourrez pas passer à côté en fonction de l'activité que vous choisirez dans votre vie, je pense. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça, du coup? Moi, j'en retiens que c'est un métier où c'est pas fait que pour le divertissement. Non. Du coup, en fait, il faut donner aussi, genre du temps. Du coup, il faut vraiment donner du temps et avoir un objectif à finir toutes les semaines avec les vidéos. Et que ça prend du temps et ça va pas se faire tout seul. Gabriel avait dit une chose, c'est Gabriel, hein, c'est ça? Gabriel avait dit, et je trouvais ça très pertinent, en disant ça sert à donner son avis. C'est aussi une prise de parole qui c'est important aussi. Oui, aussi, oui. Oui, c'est important. C'est quoi qui fait gagner de l'argent aux youtubeurs en fait? C'est les vues ou les abonnés? Les abonnés, on ne gagne pas d'argent avec les abonnés, on gagne de l'argent avec les vues, mais avec ton RPM. C'est-à-dire, plus les gens regardent ta vidéo du départ à la fin, plus tu gagneras d'argent. Et en fait, les youtubeurs gagnent de l'argent grâce aux collaborations, et non pas grâce à YouTube. Si je parle de ce qui ramène le plus d'argent, ça va être les collaborations avec les marques, les autres entreprises, etc. YouTube en lui-même, tout ce que je vous disais tout à l'heure, YouTube, TikTok, etc., les rémunérations se sont effondrées. Donc en fait, il faut trouver des solutions pour gagner de l'argent grâce à ce support que vous mettez en ligne, mais ce n'est pas lui qui va vous faire vivre directement. Allez, ça y est, terminé?
Oui, terminé. Et c'était vraiment des échanges incroyables. On n'a pas arrêté de 8h30 à 13h d'ailleurs sans pause. Bon, c'est pas le souci d'avoir une pause, mais c'est qu'on était tellement sollicités, c'était juste incroyable. Donc on remercie évidemment les bénévoles qui nous ont accompagnés pendant cette matinée, donc notamment Valentine et Laura qui ont géré les flux, les signatures d'autorisation, etc. Donc c'était vraiment chouette. Et en tout cas, on a appris plein de choses. Et personnellement, j'ai adoré découvrir cette génération alpha qui est encore différente de la Z. Et toi ? Alors moi j'ai pas vu le temps passer, sauf que effectivement à un moment donné et merci aux bénévoles, je voulais boire absolument un café, on s'était levé très très tôt. Non mais je suis d'accord avec toi, j'avais un peu d'appréhension parce que la génération alpha c'est une génération que je ne côtoie pas dans mon quotidien et en même temps je pense que j'entends parler de la génération alpha par la génération Z et ils sont pas tendres entre eux et je trouve que c'est encore de nouvelles façons de penser, des nouveaux codes. On va peut-être se pencher un peu sur la génération alpha. Oui, bien sûr, on va commencer et continuer à l'intégrer dans notre podcast et dans notre asso parce que c'est vraiment l'objectif de faire parler les générations entre elles et d'apprendre à se connaître, à se comprendre et à avancer ensemble. Donc clairement, je dis oui. Ah, super. Et moi, juste pour clôturer, on a été sollicité par Elodie, donc tu parlais en introduction, et Linda. Un accueil incroyable, une organisation incroyable, une équipe de bénévoles incroyable. Donc, en fin de compte, moi, là, cette matinée, on donne la parole aux gens, mais la force du collectif, c'est aussi ça que j'ai ressenti ce matin. Donc, merci 1000 fois et hâte de participer à une nouvelle édition. Tout à fait, je n'ajouterai rien de plus. Et merci aussi à Bérangère, la proviseure de l'établissement, pour son accueil et sa franchise aussi, puisqu'elle a participé au podcast et c'était chouette. Voilà. Donc, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt. Au revoir. Au revoir.